semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste, des chômeurs en puissance. Bonjour et bienvenue chez cette sorte de psy qui soigne le travail et pas les gens. J'ai été débordé de travail, j'ai pas eu le temps de faire les entretiens que j'avais prévus. Alors votre patience sera récompensée parce que j'ai vraiment des super invités qui vont nous rejoindre ici et parler avec nous. Et dans l'attente, histoire de montrer quelques signes de vie, j'ai souhaité par un tout petit épisode comme ça sur le pouce, répondre à une question qui revient très souvent dans vos mails et dans vos messages. Mais pourquoi diantre autant de théories managériales ? Pourquoi est-ce que, comme les hirondelles reviennent au printemps, faut-il qu'à chaque nouveau cycle comptable, on nous apporte une nouvelle vision des choses, une nouvelle théorie, une courbe de ceci, un diagramme de cela, un modèle explicatif X, Y ou Z, qui au mieux s'ajoutent au modèle précédent et au pire les contredisent. Et finalement, je me suis dit que la réponse à cette question n'était peut-être pas aussi simple que ce qu'elle pourrait paraître. Ce serait trop facile de dire les gens ont besoin de théories pour rationaliser leur incompétence ou leur absence de prise sur le réel. Il doit y avoir autre chose derrière. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous livrer ma vision des choses. Je vous invite à réagir sur les différentes plateformes ou en m'envoyant un petit mail afin que je puisse compléter cette petite analyse que je vous livre avec toutes les vôtres. Donc la question que beaucoup d'entre vous m'ont posée, c'est pourquoi tant de théories managériales ? Pourquoi la courbe du deuil ? Pourquoi la théorie de la résilience ? Pourquoi entreprise libérée ? Etc., etc. D'après moi, il y a deux phénomènes qui sont en jeu dans le développement des théories managériales. Le premier phénomène, c'est quand l'humain est vu comme le problème. On parle de pathologisation. Pour comprendre, il faut faire un petit détour par l'économie. Pendant 2 siècles, du XVIIIe au XXe, la théorie économique a reposé sur un mythe, celui de l'agent rationnel, le calculateur infaillible, qui optimise ses choix en fonction de ses intérêts. Nous étions tous vus comme des homo economicus qui savaient comment maximiser leurs profits égoïstes et la somme de toutes nos actions individuelles produisait le meilleur des mondes possibles. Ce modèle a structuré l'économie mais aussi l'organisation du travail de Taylor à Ford. Mais cette vision est remise en question dans les années 70. Kahneman et Tversky démontrent que l'humain s'écarte systématiquement de cette fameuse rationalité. Ils découvrent les biais cognitifs. Aversion aux pertes, excès de confiance, biais de confirmation, autant de bugs qui rendent certaines de nos décisions irrationnelles. Il faudra qu'on parle un jour des biais cognitifs, ou plutôt, je préfère cette appellation, des biais contextuels. Leur connaissance est très utile dans la pratique, et notamment pour le psychologue du travail qui doit sans cesse, sur le terrain, se demander s'il n'est pas lui-même victime de ses propres biais. Cette découverte du caractère biaisé de nos décisions, qui sera d'ailleurs récompensée par un prix Nobel, a été saisie au vol par les soi-disant sciences économiques et celles dites du management. Ça s'est passé pendant le tournant dit néolibéral des années 80, pour faire court. À ce moment-là, plutôt que de questionner les structures économiques, on va pathologiser les individus. Les biais ne sont plus des fonctionnements psychologiques, ils deviennent des fautes à corriger. L'économie comportementale
offre alors une nouvelle grille de lecture. Si l'humain est irrationnel, il faut le guider, car les biais cognitifs dégradent l'efficacité de l'organisation, faussent les jugements, pourrissent les interactions et au final dégradent la performance des travailleurs. Pour aller plus loin sur ce sujet, je vous invite à écouter Barbara Stiegler, par exemple dans une conférence de 2022 à la Fabrique du Citoyen. Le lien est en description et voici un extrait. Dans l'idéologie des biais, on naturalise, on substantifie des biais, on est prêt à dire qu'il y en a 200, ou avec le progrès des sciences, on va peut-être en trouver 300, mais enfin, bon, on a cette espèce de fantasme d'avoir des choses qui seraient des réalités comme ça, substantielles, éternelles. Et puis, il ne s'agit surtout pas d'éradiquer ces biais, on considère qu'ils sont là pour toujours, définitivement, c'est notre nature, c'est les dysfonctionnements naturels de notre cerveau, et à partir de là, on va mettre en place, et c'est vrai que vous avez raison, c'est une abdication complète par rapport à l'idéal démocratique, on va en prendre acte et on va considérer que les gouvernés, de toute façon, feront toujours les mauvais choix. Donc, il faut mettre en place les architectures de choix en amont de leurs actes par des techniques d'ingénierie sociale et en implémentant finalement toutes sortes de dispositifs discrets qui permettent que les choix soient les plus économiques possibles. Deuxième phénomène qui explique l'apparition des théories managériales, le monde devient plat. En lisant récemment Olivier Roy, le politologue français, dans son ouvrage « L'aplatissement du monde », je me suis dit qu'on pouvait généraliser au monde du travail un certain nombre de paradoxes qu'il observe dans la société et dans la culture. En effet, lorsqu'on se penche sur le travail pour l'étudier ou pour l'organiser, on est souvent prisonnier de modèles explicatifs qui prétendent décrire la réalité mais finissent par la remplacer. Ces grilles d'analyse standardisées, indicateurs, référentiels, process, modèles gestionnaires, ne sont pas de simples outils. Ce sont des cages mentales. Et même des cages mentales globalisées, pleines d'anglicismes, qui sont aux sciences humaines ce que le globish est à l'anglais. Quelques mots pour se comprendre, pas de profondeur, pas de nuance, de l'opérationnel, du pareil partout, de l'explicite et aucun sous-entendu. Just practical, the same everywhere, keep it simple, comme on dit en globish. Nos modèles normatifs nous imposent une lecture aplatie du travail. Pour les utiliser, il faut ignorer tout le relief, tout ce qui dépasse le cadre, les logiques informelles, les ajustements invisibles, les conflits au sein de la production et surtout les jeux de pouvoir. Résultat, les gens finissent par confondre la carte, un tableau d'indicateurs, quelques dimensions, un schéma avec des courbes et des flèches, et le territoire, le travail réel. Plutôt que de penser le travail, on va adhérer à des modes de management, comme dans la vie de tous les jours, on va vouloir adhérer à un mode de vie. Le mode de vie, c'est ce qui remplace la culture. La mode managériale, c'est ce qui remplace la réflexion sur le travail. Au fond, comme le souligne Olivier Roy, il y a une obsession de l'explicite. Et c'est un piège, car cette obsession appauvrit radicalement notre capacité à comprendre le réel. Au quotidien, ça prend la forme du smiley, un signe simple, codifié, que l'entièreté de la planète a adopté et qu'elle comprend, et dont on finit par croire qu'il décrit une émotion. Mais l'émotion que je ressens devant un Botticelli, est-ce que je peux réellement la faire tenir dans un smiley ? De même, le ressenti d'un travailleur à qui l'on impose un changement, est-ce que je peux le faire tenir dans une phase standardisée de deuil ? Je ne vais pas évoquer ici les racines de cette obsession, de l'explicite, mais seulement conclure qu'elle nous transforme. Elle nous transforme dans le monde du travail en gardiens d'une fiction gestionnaire. Et nous perdons de vue ce qui fait la vitalité concrète et la culture des organisations.
le travail est codifié, mis en signe, déshabillé de sa part d'implicite. Il devient plat. Ces deux phénomènes conjugués, pathologisation, aplatissement, sont, selon moi, les facteurs les plus déterminants de l'adhésion aux théories managériales que l'on rencontre. Ensuite, évidemment, l'effet Barnum, les effets de mode et une certaine paresse intellectuelle font le reste. La question piège. Est-ce que les psychologues du travail sont, dans cette affaire, les chevaliers blancs qui volent à la rescousse du réel ? J'en suis pas complètement sûr. Imaginons un cas parfaitement fictif. Un psychologue est missionné pour évaluer les risques psychosociaux dans une entreprise. Il emporte dans sa mallette un modèle qui catégorise les RPS en 6 facteurs prédéfinis. Par exemple, les 6 facteurs de risque du rapport remis en 2011 au ministre du Travail, dit le rapport Golac pour les intimes. Lors des entretiens qu'il va conduire sur le terrain, il va entendre les salariés évoquer des problèmes complexes. Le management autoritaire, le changement de méthode de travail, l'opacité des décisions, des réunions inutiles, etc. Mais notre ami, au lieu d'analyser avec les salariés ce qui se cache derrière ces problèmes, et surtout, au lieu d'interroger comment et pourquoi ça devient des sources de tension pour eux, va trier ces informations pour les faire entrer dans différentes cases de son modèle. Par exemple, ça c'est manque d'autonomie. Puis ça c'est charge cognitive. Ça là, je vais y mettre dans conflit de valeurs. On appelle ça le cherry picking, ou en français, l'art de la cueillette. Le rapport final proposera des solutions génériques, mettre en œuvre des ateliers de la délégation, améliorer la communication, etc. Quoi qu'il en soit, ces recommandations, ainsi conçues, restent déconnectées du réel. Elles ne touchent pas aux causes structurelles, j'ose à peine dire aux causes politiques, qui sont à l'origine des tensions. Elles vont réduire les critiques des salariés à des sommes de problématiques objectives et génériques, un peu comme le globish, aussi pertinentes que des smileys. En appliquant un modèle préfabriqué, notre psychologue a aplati la complexité du terrain et il a pathologisé les travailleurs. Il aurait aussi bien pu administrer un questionnaire et faire tout rentrer dans des cases et ça aurait donné le même résultat. Bien sûr, de tels cas n'existent pas dans la pratique. D'ailleurs, les auteurs du rapport Golac n'ont jamais eu la prétention d'avoir établi un modèle, donc je vois pas pourquoi on aurait l'idée de l'utiliser ainsi. On n'a pas eu l'idée, Non. Allez, revenons à nos théories managériales. Comment lutter contre cet aplatissement du monde, contre ce prêt-à-penser, codifié et simplificateur qu'on retrouve dans la courbe du deuil, le disque, le leadership, les mindsets, les soft skills ou encore le management générationnel? La réponse est dans la posture. Il faut aborder le terrain dans une posture clinique, c'est-à-dire à la fois naïve et éclairée. Encore un paradoxe, vous allez me dire. Pas complètement. Être naïf dans ce contexte, ça veut dire accueillir ce que les travailleurs expriment, sans plaquer sur leurs paroles des grilles de lecture toutes faites ou des solutions préconçues. Mais cette naïveté, elle n'est pas ignorance. Elle s'accompagne d'un regard éclairé par l'expérience, la connaissance de concepts et surtout l'attention qu'on peut porter à la complexité. Ce qu'il faut faire sur le terrain, plutôt que de plaquer un modèle, c'est de faire en sorte que les professionnels puissent mettre en discussion leur métier, leurs pratiques, leurs valeurs, leurs conflits de critères, et ainsi se réapproprier leur travail et qu'ils puissent proposer, à partir de leur expérience, les changements les mieux adaptés à leur réalité. Ce que je viens de dire là, ça vaut aussi bien pour le diagnostic que pour la mise en action. Donc une posture clinique, c'est une écoute active, une observation attentive du travail réel,
au-delà des prescriptions, au-delà des discours officiels. C'est un renoncement à la maîtrise totale. Il faut travailler avec l'incertitude, il faut travailler avec la complexité du terrain. Et c'est toute la noblesse de la démarche de la psychologie du travail. Si vous voulez soigner le travail et pas les gens, ne partez pas du principe que c'est les gens le problème. Ne partez pas du principe que le travail se résume en quelques indicateurs, en quelques smileys, en quelques mots de globish. Vive la subjectivité, vive la complexité. Et en attendant un épisode un peu plus conséquent, portez-vous bien.